Des affrontements lors de la journée de la Nakba en Cisjordanie. 2 Palestiniens tués près de la prison d'Ofer entre Jérusalem et Ramallah. On y revient dans un instant dans le débat du Grand Direct. La visite du secrétaire d'État américain à la Défense Chuck Hagel en Israël. Il vient parler coopération militaire mais aussi nucléaire iranien. Israël veut que tout soit mis en œuvre pour empêcher l'Iran de représenter une menace. En Turquie, la colère ne faiblit pas après la catastrophe minière qui a fait 282 morts dans l'Ouest. Des milliers de personnes dans les rues pour mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Des manifestations réprimées par la police. Le débat du Grand Direct est donc consacré à la commémoration de la Nakba, journée de la catastrophe que célèbrent les Palestiniens pour se souvenir de la création de l'État d'Israël et de l'exil qui a suivi pour des milliers de Palestiniens ce jour-là. On va en parler avec 2 experts, avec Amir Badran qui est avocat, bonsoir. Bonsoir. Et Emmanuel Navon qui est professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Bonsoir, bonsoir à vous. Alors Amir Badran, cette journée est célébrée à la fois dans les territoires palestiniens et aussi par les Arabes israéliens. Ça veut dire que quoi, ce jour-là, pour les Arabes israéliens, on se souvient qu'on est palestinien ou on oublie qu'on est Arabe israélien aussi? Il faut d'abord, pour comprendre cette complexité, il faut d'abord comprendre ce que c'est la Nakba, le terme même. Le terme a été créé par un professeur syrien d'origine qui a donné à ce terme 2 sens. Le premier était celui de la défaite des armées arabes en 1948, lorsqu'ils n'ont pas accepté le partage du pays entre Palestine et l'État d'Israël. Mais le sens qui a été retenu, le sens le plus fort aujourd'hui dont on parle, c'est celui en fait de l'expulsion massive de plus de 700 000 Palestiniens qui ont été menacés sous mort par l'État israélien qui se venait de se créer, en disant voilà, vous devez quitter votre terrain, quitter vos maisons, quitter vos biens, et qui ont été d'ailleurs confisqués plus tard. Et c'est là qu'il faut comprendre, c'est là qu'on fait la relation entre les Palestiniens en fait d'avant 48 et les Arabes qui sont restés à l'intérieur du territoire israélien, mais qui sont toujours des Palestiniens, qui sont des descendants de leurs parents, de leurs grands-parents, qui étaient des Palestiniens d'origine et qui le sont encore. Donc il n'y a pas, en fait, les gens qui vivent ici, les Arabes, que ce soit des chrétiens ou des musulmans, sont d'origine palestinienne. Ceci dit, ils détiennent une carte d'identité israélienne, un passeport israélien, ils ont des droits et des devoirs, mais ils se sentent, il y a une grande majorité d'eux qui ne se sentent pas représentés par l'État. Ouais. Alors, le narratif justement de cette Nakba, est-ce qu'il correspond à celui qu'on véhicule en Israël, Emmanuel Navon? Écoutez, je dis toujours chacun a le droit à son propre narratif, mais chacun n'a pas le droit à ses propres faits. Les faits historiques sont les mêmes pour tout le monde. Et lorsque vous dites qu'ils ont été expulsés, d'abord sur le chiffre lui-même, il y a un désaccord entre les historiens, entre 600 000 et 750 000. Mais Mahmoud Abbas lui-même l'a dit. Les dirigeants des pays arabes ont dit aux Arabes palestiniens à l'époque, partez vite pour qu'on puisse détruire Israël et vous reviendrez par la suite. Donc dire qu'Israël les a expulsés, c'est une inexactitude historique. Mais au même moment, en revanche, plusieurs centaines de milliers de Juifs ont été expulsés sans leur propriété des pays arabes au cours de la décennie, depuis l'indépendance d'Israël. 900 000 Juifs ont été expulsés sans leur propriété des pays arabo-musulmans. Il y a eu un double problème de réfugiés, comme dans le cas de la partition de l'Inde, par exemple. Une tragédie qui n'aurait jamais eu lieu. Si les Arabes avaient accepté le plan de partage de 1947, s'ils n'avaient pas déclaré cette guerre génocidaire contre Israël, que le dirigeant de l'époque, votre dirigeant de l'époque, Hajj Amin al-Husseini, qui était un collaborateur nazi, avait promis « Idbah al-Yahoud », il faut tuer tous les Juifs. Si cela n'avait pas été lieu, il n'y aurait jamais eu ce problème de réfugiés, ce double problème de réfugiés. Amir Badran? Je suis trop simpliste de jeter ça sur une parole qui est en contradiction. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais ce que je veux dire, c'est si le peuple juif a subi une atrocité, c'est pas pour autant qu'il doit la faire subir au peuple palestinien. C'est-à-dire qu'on ne corrige pas le tort par un plus grand tort.
maintenant, on est en train de parler de la Nakba. C'est ça l'issue. Et quand on parle de la Nakba, il faut comprendre pourquoi cette minorité arabe, palestinienne, vivant à l'intérieur de l'État d'Israël, se sont marginalisés, ne se sont pas représentés par l'État. Et c'est un fait. Cela, on ne peut pas le nier. Et le grand problème, d'ailleurs, on le voit, quand l'État d'Israël, d'un côté, il est en train de célébrer son indépendance, le jour même, tout un autre peuple est en train de subir sa catastrophe parce qu'en fait, il a été expulsé sous menace de mort. Et ce sont les faits, on ne peut pas les nier. Si, on peut les nier parce que ce ne sont pas les faits. Ce que je veux dire, c'est... D'ailleurs, de là est né le droit de retour. Mahmoud Abbas le dit très bien. Il dit, voilà, moi j'étais né à Tzfat, d'accord. Je ne reviendrai pas à Tzfat, c'est vrai. Mais au moins, je dois avoir, en tant que dirigeant d'un peuple, d'une minorité, j'exige ce droit-là, au minimum, dans un principe. Maintenant, si on va l'exercer ou pas, c'est une autre question. Alors justement, ce droit au retour fait l'objet d'un débat aussi, parce qu'on dit, oui, à l'époque, il n'y avait pas de pays clairement établi. Donc est-ce que ce droit au retour s'applique aussi dans ce cas-là? Il ne s'applique à personne en droit international. C'est un cas unique dans le droit international. Je vous rappelle que en 1947, il y avait 60 millions de réfugiés dans le monde. Les réfugiés arabes palestiniens représentaient à peu près 1% de cette population. Les réfugiés juifs des pays arabes, un peu plus. Mais tous les réfugiés du monde sont sous la coupole du Haut Commissariat des Nations Unies sur les réfugiés. Il y a uniquement pour les réfugiés arabes palestiniens qu'il y a une agence spéciale qui a été créée qui s'appelle l'UNRWA. Mais ce n'est pas seulement qu'il y a un double principe sur deux agences, il y a également deux façons de définir le statut de réfugié. Le Haut Commissariat des Nations Unies sur les réfugiés définit un réfugié comme quelqu'un qui a été expulsé de son pays, point à la ligne. Autrement dit, ses descendants ne sont pas considérés comme des réfugiés. C'est la raison pour laquelle le nombre de réfugiés dans le monde est passé de 60 millions en 1947 à 17 millions aujourd'hui. En revanche, l'UNRWA applique ce principe aux descendants eux-mêmes, uniquement pour les réfugiés palestiniens qui sont donc passés de 600 000 à, d'après les calculs de l'UNRWA, 5 millions, 6 millions. Donc c'est uniquement dans le cas des Palestiniens qu'on parle d'un tel retour qui s'applique aux descendants. Imaginez si on appliquait ce même principe aux 15 millions d'Allemands expulsés des pays d'Europe de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. D'après l'algorithme de l'UNRWA, des centaines de millions d'Allemands devraient revenir aujourd'hui en Pologne ou en Tchécoslovaquie. Entre l'Inde et le Pakistan en 1947, 15 millions de réfugiés, leurs descendants aujourd'hui devraient retraverser les deux frontières dans les deux pays. C'est complètement aberrant. Par ailleurs, à l'époque, il n'y avait pas d'identité arabe palestinienne spécifique. Il n'y a aucune différence de langue, d'ethnie, de religion entre les deux côtés du Jourdain. Ils auraient pu être intégrés dans les pays en Jordanie, en Syrie, etc. Mais cyniquement, ils les ont laissés dans des camps depuis 3 générations. C'est du cynisme, c'est de la cruauté. Et au lieu, il y a une politique d'apartheid par les Arabes, contre les Arabes dans les pays arabes, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir la citoyenneté, de faire partie de la vie du pays. Et quand on voit, vous parliez de ne pas être représenté en Israël, lorsqu'on voit quel est le sort, le niveau de liberté, n'est-ce pas, des Arabes dans les pays voisins comme en Syrie, vous préfériez aujourd'hui être en Syrie ou être citoyen du seul pays libre de la région. Il n'y a uniquement en Israël que des Arabes font partie d'un parlement libre où ils peuvent s'exprimer comme Ahmad Tibi à la Knesset, dire que le Premier ministre est un criminel de guerre, être libre. Dans un autre pays arabe de la région, il n'aurait pas cette liberté. Amir Madran. Je pense qu'en tant que Palestinien, rester et vivre ici dans le territoire de nos ancêtres n'est pas une récompense, c'est un droit. Et donc, je n'ai pas à m'excuser de vivre ici dans une certaine démocratie. D'autant plus que je pense que c'est aberrant de choisir des cas qui sont très médiocres pour les comparer et nous dire, voilà, écoutez, vous n'avez qu'à dire merci parce qu'on est là dans une démocratie, parce que si vous étiez dans un autre pays arabe, alors là, vous allez en prendre. Je pense que c'est pas comme ça qu'on simplifie les choses. Mais pour en revenir au droit de retour et pour en parler des Palestiniens qui vivent à l'intérieur de l'État d'Israël, on ne peut pas ne pas relever que des grandes marches sont faites ce jour-là envers des villes et des villages palestiniens desquels les Palestiniens ont été expulsés et en commémoration en fait de refaire vivre cette âme, ce peuple, cette minorité, de dire voilà, on existe, on a des racines, on a des emprunts partout, on n'est pas là depuis hier. Alors, mais justement, ce nationalisme palestinien, est-ce qu'il n'est pas né finalement aussi au moment où il y a eu l'État d'Israël? Est-ce qu'il existait avant ou pas, Emmanuel Navon? Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Le plan de partage, prenez le plan de partage de l'ONU de 1947.
De quoi il parle? Il parle d'un État juif et d'un État arabe. Il ne parle pas d'État palestinien, parce que personne à l'époque n'avait entendu parler d'un peuple palestinien. Le plan de partage de l'ONU parle d'un État... De la Palestine, personne n'avait entendu parler de ça. Mais le mandat de la Palestine, les Juifs eux-mêmes s'appelaient Juifs palestiniens. Sous l'Empire ottoman, il n'y avait pas de Palestine, c'était des sanjaks, ça s'appelait. C'était des provinces, le sanjak de Jérusalem, le sanjak de Damas. Lorsque les Britanniques ont obtenu le mandat de la Société des Nations en 1922, ils ont ressuscité le terme latin Palestina qui avait été créé par les Romains pour effacer la Judée, et en anglais c'est devenu Palestine. Mais cela n'existait pas sous l'Empire ottoman. Et lorsque, comme je l'ai dit, les Nations Unies en 1947 ont parlé d'un partage, ils ont parlé d'un partage en un État juif et arabe. Ils n'ont pas parlé d'État palestinien parce que ce terme n'existait pas à l'époque. Donc c'est une identité qui s'est créée, une identité nouvelle, qui s'est créée en réaction à Israël, et même au moment des discussions sur le plan de partage du plan de Peel de 1937, les dirigeants arabes eux-mêmes disaient à l'époque: il n'y a pas de Palestine, nous faisons partie de la Syrie du Sud, c'est une invention des sionistes. Et c'est en réaction au sionisme qu'est né le palestinisme. Là-dessus. Je pense que là-dessus on est complètement divergent. Je pense que je suis complètement pas d'accord avec mon collègue. Je pense qu'il y a un problème qui se soulève et qui est très particulier à ce Proche-Orient, et surtout à l'État d'Israël. Quand on parle de l'identité de cette minorité arabe qui existe ici, alors on parle d'une identité qui est palestinienne, mais en fait d'une nationalité qui est israélienne, parce qu'ils détiennent, comme je dis, un passeport et une carte d'identité israélienne. Alors que quand on prend ce même clivage et qu'on essaie de l'appliquer sur les juifs, donc on a une nation qui est juive et on a une religion qui est encore juive. Si on prend le cas par exemple des Français ou peu importe quel autre pays, alors on est de nationalité, on est français, mais on peut toujours être de religion, que ce soit chrétienne, que ce soit musulmane, que ce soit juive. Et le problème, qu'en Israël, on n'a pas cette distinction-là. Et donc, on a, dans le système même, de façon inhérente, on a cette discrimination de toute une minorité, de tout un peuple qui vit ici, mais qui est marginalisé. C'est inexact, puisque Israël n'est pas le seul pays, n'est pas le seul État-nation dans lequel il y a une relation directe entre nationalité et religion. C'est vrai d'autres États-nations démocratiques, comme le Japon par exemple, où le Shinto fait partie de l'identité nationale du Japon, ou en Pologne par exemple, le catholicisme fait partie intégrante de l'identité nationale polonaise, ou par exemple au Danemark, le luthérianisme est la religion officielle de l'État, et où en Angleterre, le chef de l'État est également chef de l'Église anglicane. Ce n'est pas uniquement en Israël qu'il y a une relation directe. Là, les minorités ne sont pas marginalisées, mais en Israël non plus. En Israël, les minorités, Israël est un État-nation, comme la plupart des États dans le monde, mais également un pays dans lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi, ce qui n'est pas le cas chez nos voisins, dans lequel si vous êtes juif, vous êtes un dhimmi avec des droits inférieurs. En Israël, vous avez exactement les mêmes droits. Donc je crois que vous êtes mal placé pour donner des leçons. Oui, Israël est un État-nation. Israël est un État-nation comme la majorité des pays du monde, et à la fois une démocratie dans laquelle tous les citoyens ont les mêmes droits, contrairement à ce qui se passe chez nos voisins. Vous voulez répondre ? Je pense qu'il y a une certaine démocratie en Israël, personne ne la nie. Je suis très content d'ailleurs d'être dans une démocratie. J'espère que cette démocratie va être une vraie démocratie, ou à la rigueur plus prenant en considération ces minorités. Je suis très fier du jugement qui a été donné contre Olmert il y a quelques jours, qui montre vraiment que l'État d'Israël peut faire une distinction quand il veut, et que tout le monde est égal devant la loi. Ceci dit, il y a toujours, même ces jours-là, des lois racistes qui sont de jour au lendemain sont prises au Parlement israélien, alors qu'il n'y a personne qui dit quoi que ce soit, parce qu'il y a une très forte majorité de droite qui fait une grande coalition, qui font passer des lois qui sont complètement racistes. Pouvez-vous donner un exemple ? Bien sûr, je peux vous donner plusieurs exemples, non pas un seul. Je peux vous donner des exemples concernant les droits de planification
qu'on trouve dans notre quotidien, que ce soit dans des régions, par exemple en métropolitain Tel Aviv-Jaffa, et concernant Jaffa surtout, par rapport aux autres endroits où il y a des facilités pour tous ceux qui sont les settlements, les implantations. Jaffa est une colonie. Écoutez, je veux simplement vous dire, si vous considérez que la ville de Jaffa, dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle nous sommes actuellement, est une colonie, c'est intéressant. Je vais vous donner d'autres exemples. Je vais vous dire qu'il y a eu, par exemple, vous parliez tout à l'heure de loi. Vous voulez un autre exemple? Vous avez demandé des exemples. Je vais simplement vous répondre, puisque vous dites que Jaffa est une colonie, que c'est pas seulement notre Premier ministre qui a été jugé pour aller en prison, également un ancien président de l'État d'Israël, Moshe Katsav, qui a été envoyé en prison par un juge arabe. Montrez-moi quelque chose d'équivalent dans un pays arabe. Et lorsqu'il s'agit de la planification, je vous rappelle qu'il y a eu un jugement de la Haute Cour de justice en 2000 cas Adan pour déterminer qu'il y a une égalité totale entre juifs et arabes. À propos, 7 ans de galère Et oui, et il a gagné. Et là encore, il peut pas vivre dans ses chez lui. Je suis obligé de vous arrêter. On arrive au terme du débat. Merci Amir Badran, merci Emmanuel Navod. Dans un instant, on ira au Brésil avec notre invité. Restez avec nous, le Grand Direct continue.